Bon, bonjour, j'espère que vous voyez. Oui. Bien. Bon, on va essayer de s'affranchir de la simulation pour le moment. C'était quand je suis passé à l'autre écran qu'il y a eu un petit problème. Bon, bref. Donc, bon, on va revenir à l'exercice et ça nous prend beaucoup de temps. Alors, nous avons calculé la tension UA, UB et UC et on s'est dit, si on insère quelque chose à l'emplacement B, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vous dis tout de suite, il ne va rien se passer. Si vous avez une ligne comme ça, après l'indage G sur 4, eh bien, en ce point-là, vous aurez toujours une tension V est égale à 0 volts. Si jamais il y a bien sûr un circuit ouvert, bien sûr. D'accord? Parce que c'est un circuit ouvert, c'est le seul qui me donne gamma. Enfin, avec le court-circuit, c'est le seul qui me donne gamma en module est égal à 1. C'est-à-dire que la tension réfléchie, il va avoir la même amplitude que la tension incidente. Et c'est le seul cas où, si jamais ils s'additionnent, ils peuvent avoir 0 volt. Hein, il faut que ça soit gamma égale à 1. Si vous avez une résistance, quelque chose comme ça, vous aurez un coefficient de réflexion qui est différent. C'est bon? Donc, vous mettez ici un oscilloscope, vous allez trouver 0 volt. Et bon, ben, on peut très bien simuler ça chez vous, bien sûr, et vous allez voir qu'il y a 0 volt. Simulez juste une charge infinie, bien sûr, LT Spice ne fait pas Z infini, vous mettez une résistance R égale à 1 méga ohm, quelque chose comme ça, et ça va être bien. On revient. En place, alors 50 ohms, c'est la même chose. Alors, comparer UC à la valeur qu'on aurait obtenue si la ligne était courte. Il n'y a pas de l'effet de enfin, on aurait 2 volts partout, bien sûr, si la ligne était courte. Courte, ça n'a pas de sens. C'est par rapport à la longueur d'onde. Courte en haute fréquence, ça n'a pas de sens. Parce que 20 cm, c'est court. Mais par rapport à quoi? Par rapport à 50 Hz, oui. Par rapport à 1 kHz, oui. 1 MHz, oui. Mais par rapport à 750 MHz, non, c'est pas court. C'est déjà, on est dans l'ordre de la longueur d'onde. D'ailleurs, entre là et là, c'est lambda sur 2. Lambda sur 2, c'est très appréciable en longueur. Alors, on place un court-circuit au point C. Eh bien, si vous placez un court-circuit, si vous placez ici un court-circuit, ça sera la même chose au point B. Que ce soit une résistance. Il y a quelqu'un qui a son micro activé, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouviez éteindre? Voilà, c'est bon. Alors, il y a toujours le partage d'écran. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Ah, c'est très bien. Je pense que maintenant, ça ira un petit peu mieux. Bien. Alors, il y a une question ici que j'ai ajoutée. Comparer les courts-circuits physiques et un court-circuit de ligne de transmission. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, ici, il y aura toujours, à ce point-là, il y aura toujours une tension nulle. P égale à 0 volt. D'accord? Alors, si vraiment moi-même je mets un court-circuit, on a dit ça ne va rien changer. Ça, c'est un court-circuit physique. Là, c'est un court-circuit physique, c'est-à-dire vous prenez vos court-circuités. Et quand vous mettez entre deux points, il y a deux possibilités de mettre un court-circuit. Alors, soit je prends un fil et je les relie. Ça, c'est un court-circuit physique. Soit je prends deux points et je mets une ligne de transmission qui a une longueur exactement est égale à lambda G sur 4. Et là, je garde un circuit ouvert. Ce circuit ouvert va se transformer en ce point-là en un court-circuit. Bien. Alors, quelle est la différence entre les deux?
Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Quelle est la différence entre un vrai court-circuit et un court-circuit? Bon, un court-circuit, si on le définit comme étant un endroit où on a une tension V égale à 0 volts. Là aussi, on a une tension V est égale à 0 volts, dans les deux cas. Alors, si on définit un court-circuit comme étant un endroit où on a 0 volts de tension, bon, les deux circuits que vous avez ici, un court-circuit ou bien un morceau de ligne qui a une longueur lambda G sur 4, nous ramène également un court-circuit. Alors, quelle est la différence fondamentale entre ces deux courts-circuits? Est-ce que vous avez une idée? Non. Au niveau du courant, niveau courant. Non, ce n'est pas un niveau courant. C'est quelque chose qui est lié à la fréquence. Eh bien, bon, pour ne pas vraiment perdre encore plus de temps, alors ce court-circuit physique, c'est un court-circuit quelle que soit la fréquence du signal. C'est-à-dire, si vous mettez ici un générateur, quelle que soit la fréquence ici, j'aurai toujours une tension nulle ici. Quelle que soit la fréquence 1 Hz, 2 Hz, 1 kHz, 1000 kHz, ça sera toujours 0. Par contre, ici, quand est-ce que vous aurez 0 volts ici? Ben juste, simplement, à une fréquence pour laquelle cette distance D est égale à lambda G sur 4. D'accord? Ça ne sera pas toujours 0 volts, mais si jamais vous appliquez une fréquence pour laquelle le morceau de ligne se comporte comme une longueur qui fait exactement lambda G sur 4, là, vous aurez une tension nulle. Donc ça, c'est une tension. Le premier, c'est une tension, c'est un court-circuit quel que soit F, et ça, c'est un court-circuit à F est égal à, pour laquelle la distance D est égale à lambda G sur 4. Plus, bien sûr, n lambda G sur 2, parce qu'on a dit que les phénomènes se répètent tous les lambda G sur 2. D'accord? Vous voyez la différence entre les deux? Oui. Hada, c'est un court-circuit global. Toutes les fréquences. Hada, c'est un court-circuit qui n'existe que si la fréquence du générateur fait en sorte que cette distance est égale à lambda G sur 4. Bien. Et ça, c'est très important parce que je vais pouvoir utiliser ce type de ligne comme un filtre. Imaginez que je ne voudrais pas qu'une fréquence passe dans un circuit. D'accord? Passe dans un circuit. Imaginez que vous avez vraiment ici, imaginez que vous avez, et je vais vous donner un cas réel où est-ce que j'ai utilisé ça, à la maison. Imaginez que vous avez un générateur ici, et vous avez, non, pas un générateur ici, c'est l'inverse. Maintenant, c'est un récepteur. Je vais remettre un récepteur. Imaginez que vous avez ici un récepteur. Et ici, un générateur. On a mis le générateur à droite. D'accord? Ici, une impédance caractéristique Z0, une impédance GD égale à Z0, et ici, une impédance ZL, généralement, est égale à Z0. Alors, c'est quoi ça? C'est l'exemple de un câble de ligne de transmission, comme ça. Ici, je vais supposer que j'ai une antenne. Ça, c'est la masse. Et ici, vous avez votre récepteur. Donc, il y a une impédance interne. Hein, donc ça, c'est l'image de ça. Alors, normalement, supposons que vous recevez des fréquences, d'accord? Et supposons qu'il y a une fréquence qui vous embête. Vraiment une fréquence qui, quand elle rentre dans votre circuit, elle embête le fonctionnement. À une fréquence F, interférence. D'accord? Alors, je voudrais que cette fréquence interférence n'arrive pas au niveau de mon récepteur. Alors, l'idée première, c'est de mettre un court-circuit physique. Ben, le problème, c'est que je mets un court-circuit physique
ben, mon récepteur ne va rien recevoir pour toutes les fréquences, même celles qui m'intéressent. Hein. On va dire que ça, les fréquences F0, elles m'intéressent, mais FI ne m'intéresse pas. Et elle m'embête. C'est une fréquence d'interférence. Alors, l'idée, bien sûr, maintenant, vous aurez compris pourquoi j'ai mis cet exemple. Ben, l'idée, c'est de ne pas mettre un court-circuit, ce n'est pas possible. L'idée, c'est de quoi? Ben, c'est de mettre un court-circuit, c'est-à-dire un morceau de ligne qui fait exactement lambda G sur 4, mais qui est calculé à la fréquence, pour la fréquence FI. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand la fréquence FI va venir ici, alors ce circuit ouvert qui est là, après lambda G sur 4, il va me ramener un court-circuit. Mais un court-circuit rien que pour celle-là. Pour l'autre fréquence, elle va passer. Donc ça, c'est un type de filtre que l'on peut réaliser d'une manière extrêmement simple. C'est-à-dire, je n'ai que à mettre un autre câble coaxial ici, un T, quoi. Et je laisse ici un circuit ouvert. Et je calcule cette longueur exactement, et doit faire lambda G sur 4. Dans ce cas-là, toute onde qui va venir ici, Hada, il va lui ramener en parallèle, quoi? Un court-circuit. Elle ne va pas pouvoir passer. C'est bon? Bon. Où est-ce que j'ai utilisé ça? Bon, je vais raconter l'anecdote quand même. Ben, alors, avant un petit peu l'apparition des paraboles, alors tous les gens de Tanger, qui habitent à Tanger, parce qu'on est proche de l'Espagne, tout le monde avait des antennes, de grosses antennes, ben, vous pouvez les voir maintenant, ils sont encore là, rouillés et ainsi de suite. Hein, on avait tous des antennes de TV pour recevoir quoi? Pour recevoir l'Espagne. N'est-ce pas? Alors, le problème, c'est que l'Espagne, c'est assez loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on reçoit le signal, on passe par un petit amplificateur qui se trouve sur l'antenne, d'accord? Puis après, il y a un câble qui descend jusqu'à chez vous, dans votre appartement. D'accord? Bien. Alors, tout va bien. Donc, on recevait toutes les chaînes espagnoles. C'était très bien. Bon, il se trouve qu'un jour ou l'autre, il y a la chaîne de 2M qui s'est installée à Tanger. Parce que 2M, il faut rappeler que au début, 2M, c'était une chaîne payante et n'existait que sur Rabat et Casa. C'était une chaîne payante. Il fallait faire un abonnement, il faut avoir un décodeur à la maison pour recevoir 2M. Puis après, bon, elle a fait faillite et c'est l'État qui a pris en charge un petit peu les charges. Et il s'est installé partout au Maroc. Donc, après quelques années que 2M s'est installé au Maroc. Ben, le problème, c'est que quand ils ont installé leur émetteur, d'accord, leur émetteur 2M, il était à peu près à 600 MHz. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La fréquence, le signal de 2M, j'ai un homme la pause, imagine, je me remets. Bon, bref. Donc, 2M a un signal de 600 MHz. Alors, le problème, 2M était trop proche par rapport à l'émetteur de l'Espagne qui était trop loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Son signal, quand il rentrait dans l'antenne et qu'il passait dans l'ampli, c'était un signal très puissant de telle sorte qu'il saturait l'amplificateur. Un amplificateur, normalement, c'est quoi son travail? Un amplificateur, vous lui rentrez une petite fréquence d'amplitude à 0, il va l'amplifier par un gain G, il va vous sortir, bien sûr, ça c'est dans le domaine fréquence, une amplitude à 0 fois G.
D'accord? Dans les limites de ce qu'il peut accepter. D'accord? Si vous venez vous injecter un signal extrêmement fort ici, eh bien, vous allez saturer cet ampli. C'est-à-dire, bon, au lieu d'avoir une sinusoïde comme ça, la sortie, au lieu d'être complètement sinusoïde, ça va être une saturation. D'accord? Ça, c'est un ampli saturé, c'est-à-dire que vous avez appliqué trop de signal à l'entrée. Et une saturation, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un seul pic, dans le domaine fréquence, il va avoir beaucoup d'harmoniques. N'est-ce pas? Parce que ce n'est plus un signal sinusoïdal, c'est presque un signal carré. Bon, il se trouve que les harmoniques, les harmoniques de 2M, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient l'interférence avec les signaux des chaînes espagnoles. Donc, avant, on avait quelques chaînes espagnoles qui étaient comme ça, d'accord? Et 2M est venu avec son signal très fort, d'accord? Et qui commençait à faire un brouillage, des multiplexages à cause d'un problème de saturation. Donc, vous voyez le problème. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il me fallait faire? Il fallait que la fréquence de 2M ne passe pas dans cet ampli. C'est-à-dire, pour qu'elle ne passe pas dans cet ampli, vous prenez votre antenne, comme ça. Alors là, bien sûr, c'est un câble coaxial. Et avant de rentrer dans l'amplificateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un câble coaxial que je vais laisser vide. Ça, c'est comme un T. Mais je dois calculer sa longueur. Il faut qu'il fasse lambda G sur 4 à la fréquence F qui est de 600 MHz. Bon, c'est 672, mais pour faciliter la tâche, j'ai mis 600 MHz. Pour faciliter un petit peu. Alors, quelle doit être sa longueur physique? Bon, on va le calculer. La longueur physique que je dois mettre pour ce câble, pour ce morceau de câble L, doit être égale à L, est égale à lambda G sur 4. C'est-à-dire 1 sur 4. Lambda G, c'est quoi? Lambda, c'est C sur F, c'est V, vitesse de propagation sur F. Donc, suivant le câble que vous allez utiliser, vous allez avoir une vitesse de propagation, une longueur différente. Bon. Moi, j'ai utilisé un câble coaxial RG59, le plus classique. Donc, ça fait 1 sur 4. C'est le même que celui qu'on reçoit ici. Donc, ça fait 1 sur 4. La vitesse de propagation, on a dit, c'est 0,66 fois la vitesse de la lumière, 3,10 puissance 8. Sur 10 puissance 8. Hein, c'est 600 MHz. D'accord? Faites le calcul maintenant. Je suis dans la calculatrice. Je n'ai pas de calculatrice à côté de moi. Donc, 3, donc ça fait 3 fois 0,66 sur 4 fois 6. 0,33. 0,33 yes, mètres. Ça veut dire 3 centimètres. Il suffit de prendre un. جاتني كبيره بزاف 33 0,33. شوف غلطتي في حاجه باسكو كان عندي صغير ولا هادشي هذا. Oui, monsieur, 0,08. 0,08. Ah, je me souviens, il était beaucoup plus court que 33 centimètres. J'ai pas vu le 1. Pas de problème, pas de problème. 0,08 yes, mètres. Ça veut dire 8 cm. C'est-à-dire, bon, c'est à peu près ça. À 8 cm sur mon écran, ça fait ça. D'accord? Vous prenez un câble coaxial, comme ça, vous laissez vide ici. D'accord? Et vous connectez à la ligne principale. Qu'est-ce qui va faire en sorte? Toutes les fréquences vont passer, il n'y a pas de problème. Mais quand la fréquence de deuxième va se présenter, à 600 MHz, elle va passer ici, mais celui-là, il ramène un court-circuit à cette fréquence. Donc, elle va être rejetée ou bien court-circuitée. Et tous les autres chaînes vont passer, et comme ça, j'ai résolu mon problème d'interférence. Avec un petit câble de rien du tout. J'ai résolu le problème de plusieurs voisins. Avec un petit câble de rien du tout. Bien. Alors, donc ça, c'était l'idée de vous présenter
faut comprendre qu'en haute fréquence, ben, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Mais ça ne doit pas être bizarre pour un ingénieur. Hein. Un ingénieur, c'est lui qui va expliquer aux autres ce qui se passe. Hein. Il ne va pas se dire, je ne sais pas, ça c'est vraiment bizarre. Non. Et votre travail, c'est d'expliquer aux autres, c'est très simple. Voilà ce qui se passe. En haute fréquence, eh bien, les câbles, ils sont de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde, et par conséquent, les déphasages, ils sont très faciles d'avoir un petit déphasage de 180 degrés sur une petite longueur. Et par conséquent, ben, quand ils s'ajoutent, on peut avoir construction, destruction, et ainsi de suite. Bien, alors ça nous a pris une heure cet exercice, c'était pas vraiment prévu comme ça, mais c'est surtout avec les... Bon, voilà, ça c'est une application donc, au filtrage des signaux parasites. Monsieur. Oui. Pour la quatrième question, est-ce qu'il y a une faute? Il ne fallait pas faire le court-circuit dans l'énoncé. Voilà, peut-être... Alors, c'est un court-circuit en C. C'est pas en B. En peut-être. Ah, pas de problème. On va supposer que c'est en C. Alors, en B, que vous mettiez un court-circuit, 50 ohms, 100 ohms, tout ce que vous voulez mettre en B, ça ne va rien changer parce que c'est un endroit où il y a un court-circuit. Oui, oui. D'accord? Bon, allez, on est d'accord sur ça. Bon, on passe. Alors, si vous changez UC en un court-circuit, ben, il suffit de refaire un petit peu les calculs. Ah ouais. Il faut refaire les calculs, il faut faire gamma égale à moins 1 et refaire les calculs. Et je sais déjà ce qui va se passer, parce que quand vous aurez un... Alors, quand on avait une ligne, comme ça, en circuit ouvert, on avait une distribution de tension qui était comme ça. Alors, l'amplitude de la tension, ici, il faisait 2 volts, ici, il faisait 2 volts, et ici, il faisait 0 volts, en plein milieu. Alors, quand vous allez mettre un court-circuit, si vous mettez ici un CC, ce qui se passe, puisque c'est un CC, donc forcément, ici, il y a un 0 volts, et ça va faire une tension comme ça. Et ici, on va retrouver le 0 volts. D'accord? D'accord. Donc ici, c'est lambda G sur 4. On va faire le même raisonnement de tout à l'heure. Ils vont se trouver, ici, ils vont se trouver en constructive. Parce que ici, gamma égale à moins 1 quand il y a un court-circuit. Et ici, ben, ça va être 0 volts, et ici, 0 volts. Bon, vous voulez faire ça par simulation, vous le simulez. Ça, c'est très facile. Et vous allez, vous mettez 2 lignes de transmission pour pouvoir mesurer la tension au milieu. C'est pas possible de... Il faut faire 2 lignes de transmission, une ligne de transmission et une autre ligne de transmission. Vous mettez ici un court-circuit ou circuit ouvert, ce que vous voulez. Vous mettez votre générateur. Vous lui donnez une longueur, quelle que soit la fréquence. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, la longueur doit être égale à lambda G sur 4. Et ici, doit être lambda G sur 4. Et vous mesurez la tension à l'entrée, au milieu et en sortie de ligne. Vous allez voir que, bon, dans le cas du circuit ouvert, ici, c'est un court-circuit. C'est bon? Oui, merci, monsieur. Et je vous en prie. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Alors, c'est un exercice. On en a déjà parlé, là? Non, maintenant, monsieur. Maintenant, c'est pas la peine. Maintenant, donc on ne va pas perdre du temps. Par contre, je vais juste vous donner la réponse. Je pense que c'est parce que on a trouvé gamma est égal à 0,5 exponentielle moins J 90 degrés. Oui. Et si vous calculez l'impédance, ça fait... voir. Vous allez vérifier vos calculs. 30 moins J 40 ohms. Ça fait ZL. Ça fait 30 moins 40. Voilà. Bon, l'utilité de cet exercice, c'est quoi? Quand vous avez un matériau un petit peu spécifique, hein, vous ne pouvez pas vraiment appliquer tension ou un courant
Hein, vous mettez dans une ligne de transmission, mais en haute fréquence, puis après, vous mesurez le coefficient de réflexion, le TOS, c'est-à-dire l'évolution de la tension sur la ligne. Alors, bien sûr, alors tous ces exercices qui vous paraissent un petit peu complexes, avec beaucoup de calculs et tout ça, vous allez voir, quand on va passer à la vague de Smith, on va les faire d'une manière extrêmement rapide. Alors, je ne pouvais pas passer directement par la vague de Smith parce que vous devez savoir la théorie, d'où ça vient et comment ça se passe. Mais je vous dis franchement, dans la pratique, on ne va jamais faire ces calculs à la main ou bien avec les relations mathématiques qu'on a vues. On ne va utiliser que la vague de Smith. Dans la pratique, que la vague de Smith. On ne fait pas d'autres calculs. Mais il faut savoir, hein, j'y peux rien. C'est-à-dire, si on passe directement par la vague, vous n'allez rien comprendre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que vous allez voir. Bien, alors on va faire un calcul ici, une fois pour toutes, jamais dans la pratique. Pour ça, ce que l'on va faire ici, hein, on va le faire, ça, c'est de la théorie, mais que vous allez trouver dans tous les bouquins de lignes de transmission. Mais je vous dis franchement, dans la pratique, on ne va jamais le faire. Donc c'est pour cela que un bouquin, vous pouvez le lire, mais parfois, il vous donne de la théorie, mais dans la pratique, vous n'allez pas avoir ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas l'exercice. Exercice 4. Alors, est-ce que vous me suivez toujours en temps réel? C'est quelle heure vous avez sur votre écran? C'est 12. De 13. 13. Ah, bah c'est 13. Bah, c'est très bien. Très bien. 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 Alors, on a une ligne de transmission. C'est pas grave. Alors, on va essayer de faire quand même le calcul. On n'y peut rien. J'y peux rien. J'y peux rien. Alors, une ligne de transmission qui est terminée par. Hop. Qui joue à l'exercice ou là? Il suffit de suivre le cours. Alors, une ligne de transmission qui est terminée par ZL est égale à 0,5 moins J 0,5 fois Z0. ZL est égal à 0,5 moins J 0,5 fois Z0, c'est-à-dire 25. C'est 25 moins J 25. Bien. Alors, calculez le coefficient de réflexion de la charge. Donnez votre réponse en module et en phase. Alors, le coefficient de réflexion de la charge, gamma L. Ça, j'avais dit que j'allais l'apprendre par cœur. C'est ZL moins Z0 sur ZL plus Z0. Ou bien, si vous divisez par Z0 des deux côtés, c'est ZL sur Z0 moins 1 sur ZL sur Z0 plus 1. Ce qui va faire pour nous, quand vous divisez ZL par Z0, ça fait 0,5 moins J0,5. Donc, ça fait 0,5 moins J 0,5, hop, moins 1 sur 0,5 moins J 0,5 plus 1. Alors, là, il suffit de faire le calcul. Il faut vous donner vos résultats, hein, comme ils ont demandé, en module et en phase. Voilà. La loi en module et en phase. Bien.
Voilà. Alors, on modulé en phase, ça fait combien? Vous voyez, ça, c'est très compliqué. Et il faut passer en module, et il faut enlever la partie imaginaire, il faut monter. Alors, tout ça, c'est en moins d'une seconde dans la vague de Smith. Hein, c'est pour vous encourager, bien sûr, à plus tard. Alors, ça fait 0,447 avec un déphasage de moins 116,6 degrés. Ça, c'est le coefficient de réflexion au niveau de la charge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'amplitude de ce qui est réfléchi, ça va être 0,44 fois l'amplitude incidente. Et il y aura également un déphasage, c'est-à-dire la phase du signal réfléchi, le signal réfléchi sera déphasé de moins 116,6 degrés par rapport à ce qui est incident. Alors, deuxièmement, alors ça c'est premièrement. Deuxièmement, on vous dit de calculer le TOS. Alors, le TOS, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 1 plus module de gamma L sur 1 moins module de gamma L. Alors, module, c'est 0,4447. Si vous remplacez, ça vous va faire 2,6. Là aussi, c'est une fraction de seconde sur la vague de Smith, sans faire de calcul. Bien. Troisième chose. Alors, on cherche. C'est quoi un troisième exercice? À quelle distance de la charge se trouve le premier maximum de tension? Et à quelle distance se trouve le premier minimum de tension? Alors, on va juste se mettre d'accord. Essayons de remplacer le coefficient de réflexion de la charge. Le coefficient de réflexion de la charge, il est comment? Alors, ça fait, il a une longueur de 0,447. Alors, ça, c'est 1. C'est un rayon 1. Et avec un déphasage de, alors 0 degré, moins 90, moins 116. Il fait, c'est à peu près comme ça, comme vecteur. C'est gamma L. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ici, on a un déphasage de moins 116,6 degrés. Et ici, on a une longueur L égale à 0,447. Sachant que la longueur totale, elle fait 1. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, voilà. Donc, allez, hop, je vais imaginer que la charge ZL, elle est comme ça. Elle est à ce niveau-là. Et hop, on va se... Ça, c'est la ligne. On va se déplacer sur la ligne, comme ça. D'accord? Quand je me déplace sur la ligne, qu'est-ce qui se passe pour le coefficient de réflexion? Ben, il commence à tourner. Parce qu'on a gamma à une position Z est égal à gamma de la charge fois un exponentiel. Alors, normalement, J de bêta Z, avec Z négatif. D'accord? Donc, il commence à faire une rotation. Ça ferait le meilleur. Alors, quand on va arriver ici, à cette distance-là, quand il va arriver ici, il va avoir exactement gamma L est égal à moins 0,447. Hein, c'est-à-dire à cette position-là de la ligne. Donc ici, à cette position de la ligne, j'aurai une tension V minimum. Et cette distance-là, c'est ce qu'on va appeler D min. C'est la distance à laquelle je vais trouver un minimum de tension. D'accord? Alors ça, j'ai tracé comme ça pour vous faire une courbure avec le coefficient de réflexion, mais dans la réalité, vous aurez une ligne de transmission qui est comme ça, avec sa charge qui est comme ça. Donc la première des choses que je vais trouver, c'est un minimum de tension. Donc la tension, on va commencer quelque part par là, on va trouver un minimum, puis après on va trouver un maximum, un minimum, un maximum, un minimum, et ainsi de suite. Donc D min, c'est ça, c'est la distance à laquelle je vais trouver un minimum de tension, d'accord? Et D max, c'est la distance à laquelle je vais trouver un maximum de tension.
Et bien sûr, la différence entre les deux, c'est toujours lambda G sur 4, entre un minimum et un maximum de tension. Bien. Alors, quand est-ce que... Alors, je rappelle. Alors, nous avons... Comment je vais calculer ça? Alors, gamma de Z, quand est-ce que... Alors, gamma de Z dans un minimum, il fait gamma de Z min est égal à moins module de gamma L. D'accord? Parce que à une position de minimum de torsion, il se trouve négatif. D'accord? Il n'est pas constructif avec le 1. D'accord? Alors, ça veut dire ça, exponentielle moins JP fois le module de gamma L. Or, gamma de Z minimum, c'est quoi? Gamma de Z minimum, c'est gamma L exponentielle plus J de bêta Z est égal à exponentielle moins J pi module de gamma L. Alors, le module de gamma L ici, je vais le remplacer par un module de gamma L et un exponentiel J θ L, qui est le module et la phase du coefficient de réflexion de la charge, et un exponentiel plus J de bêta Z est égal à exponentielle moins J pi module de gamma L. Bon, je vais enlever ça, et je vais faire l'égalité de ça. Donc, θ L plus 2 bêta Z, la position où il y a un minimum, ça c'est la position où il y a un minimum, est égal à moins pi. Bon, je vais résoudre cette équation, parce que θ L, je l'ai, bêta, je l'ai, sinon je vais la voir. Alors, θ L, il fait combien? Alors, moins 116,6 degrés. Attention, si vous travaillez en degrés, tout ça doit être en degrés. Donc ici, est égal à moins 180 degrés. Attention, ne pas confondre les degrés et les radios. Alors tout ça, ça doit être soit en degrés, soit en radio. Alors plus 2 bêta Z, 2. Alors bêta, c'est quoi? C'est 2 pi sur lambda G fois Z min. Alors 2 pi, à 2 pi, on a 360 degrés. Hein, parce que tout doit être en degrés. Alors, lambda G, qu'est-ce qui me reste? C'est la seule chose, c'est lambda G. Lambda G, parce que la seule inconnue, c'est Z min. Alors, lambda G, qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé? Voilà. Il vous donne oméga et il vous donne le epsilon R. Il vous donne les deux. Il vous donne oméga, c'est 3 pi 10 puissance 9. Alors, oméga est égal à 3 pi 10 puissance 9. Et on vous donne epsilon R est égal à 4. Voilà. Donc, oméga, c'est quoi? C'est 2 fois pi fois F. Donc, finalement, F est égal à, ça va part avec ça. F est égal à, donc la fréquence F, c'est combien? C'est 1,5 GHz. Oméga, c'est 3 pi 10 puissance 9, qui est égal à 2 fois pi fois F. Donc, F est égal à 3 sur 2 fois 10 puissance 9, ça fait 1,9 GHz. Et puisqu'on a epsilon R est égal à 4, donc finalement, la vitesse de propagation, finalement, on a dit c'est C sur racine de epsilon R. Ça fait combien? Racine de epsilon, ça fait 2. Donc, C, c'est 3 sur 2, donc ça fait 1,5, 10 puissance 8 mètres par seconde. Et pour trouver lambda G, la longueur d'onde, lambda G, on a dit c'est la vitesse de propagation sur la fréquence. Vitesse de propagation, c'est quoi? C'est 1,5 10 puissance 8. Et la fréquence, c'est 1,5 10 puissance 9. Ça fait 0,1 mètre. Voilà.
Donc, avec ça, on va pouvoir calculer Z min. Et je vous dis tout de suite, sur la vague du Smith, ça nous aurait pris 3 secondes. Alors, Z, c'est combien? Ça sera moins 180 degrés, plus 116,6 degrés, le tout à multiplier par lambda G sur 2. Et ça fait, donc si on dit moins 180 plus 116,6 degrés, bien sûr. Alors lambda G c'est 0,1 et ça peut être en mètres. Ça fait combien? 2 fois 360. Ah, c'est à 360 degrés. Alors, donc c'est le tout fois 360 degrés. Là, c'est combien plus sur 360 degrés. Sur 360. Non, les relations utiles que vous m'avez données, on divise par 4 pi. Moi, c'est juste, c'est comme si je refais la démonstration. 4 pi, il y a 2 pi, on a 2 Là, c'est comme si j'ai refait la démonstration comme. D'accord. Je refais la démonstration en passant par radix. C'est-à-dire, dans un minimum, je dois avoir moins un module de gamma. Et je refais la démonstration pour retrouver la valeur. Alors, si vous faites le calcul, ça vous fait combien, s'il vous plaît? Alors, donc, bien sûr, c'est comme si vous divisez par 360 degrés et je vais enlever Hadal. Alors, moins 180 plus 116 sur 360 fois 0,1 sur 2. 8,8 fois 10 plus moins 3. Voilà, donc c'est moins, avec un moins, il ne faut pas oublier le moins. Oui. Parce on doit être à l'intérieur de la ligne. Donc le Z doit être négatif. Donc c'est moins 0,9 cm. Donc voilà où est-ce qu'on va trouver le premier minimum de tension sur la ligne. D'accord? Là, c'est comme si je refais la démonstration. Je n'ai pas utilisé les relations. Alors, calculer la distance, le premier, à quelle distance de la charge je trouve le premier minimum de tension? Ah oui. Et le maximum, il faut ajouter. Alors, pour le maximum, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, on a dit que voilà, on trouve d'abord un minimum. Alors, pour le maximum, il faudra ajouter lambda G sur 4. Et lambda G sur 4, ça veut dire que lambda G fait 0,01, Z max est égal à moins 0,89 moins lambda G sur 4. Il fait 0,1 mètre. Alors ça, c'est 0,1 mètre. Donc ça fait 10 cm. 10 cm, parce que l'unité est en centimètres. Alors 10 cm sur 4, ça fait 2,5 cm. Donc ça fait moins 0,89 moins 2,5 cm. C'est la position où je vais trouver un maximum de tension. C'est bon? Oui. C'est bon, c'est très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est l'amplitude de la tension maximale? Bien. Alors, la tension maximale. Alors, l'expression de la tension sur la ligne. Alors, je rappelle. Donc ça, c'est la question 5. La tension sur la ligne, en réalité, V de Z égale à V0 plus, d'accord, facteur de 1 plus module de gamma, L. Ça, c'est V max.
Et la tension V min, c'est quand on a V0 plus, facteur de 1 moins module de gamma. Alors, je rappelle que le coefficient de réflexion, normalement, il est quelque part. Et la tension V de Z, c'est 1. Alors, ça, c'est 1 plus gamma. Ça, c'est gamma L. Alors, quand ce gamma, il se trouve ici, donc ils vont s'additionner. Et quand ce gamma se trouve ici, ils vont se reprendre. Donc, c'est pour là qu'on a. Bon, ça, c'est exactement ce qu'on a déjà vu ça en cours. Alors, et V0 plus en module, V0 plus en module, c'est VG sur 2 en module. En module. Alors, VG, c'est VG sur 2, non, avec un exponentiel moins J et bêta L, mais ça, en module, ça part. Alors, VG sur 2, ça fait combien? Ça fait 1 plus gamma L. Et donc, VG sur 2, facteur de 1 moins module de gamma L. Et ça fait combien, Hadi? Alors, VG, c'est 5 volts. VG sur 2, c'est 5 volts. Pourquoi? Parce que VG vaut 10 volts. D'accord? VG sur 2, il faut 5 volts. Donc, ça fait 5, facteur de 1 plus 0,447. Et l'autre, il fait 5 moins 0, facteur de 1 moins 0,447. Voilà. Alors, si on fait le calcul, ici, ça fait 7,235 volts. Et ici, il fait 2,765. Voilà. Voilà l'évolution de la tension sur la ligne. Quand vous avez cette charge qui fait 0,5 moins J 0,5, bien sûr, vous allez voir que tout ça, ça aura des applications. Pour le moment, on essaie juste de calculer. Et on aura des tensions, la tension sur la ligne qui ne sera pas constante. C'est normal, on est dans une ligne de transmission. Et ici, il fait à peu près 7,2 volts. Et ici, il fait à peu près 2,7 volts. Et je fais comme ça parce que la première des choses qu'on va trouver, c'est un minimum de tension. Puis après, un maximum de tension. Et max. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Calculer l'amplitude complexe, bon, on l'a calculé. Donner sous la forme module les phases, c'est bien. Maintenant, donner l'expression complète de V de Z. Alors, on va calculer V0 plus parce qu'on aura besoin. Pardon, oui. C'est la question, c'est l'impédance dans. Z-in, oui. Z-in, excusez-moi. Question 6. Z-in. Question bête et méchante, c'est quoi? C'est, par définition, c'est Z0 fois ZL plus Z0 J tangente bêta L sur Z0 plus J ZL tangente bêta L. Voilà. C'est une question bête et méchante. Regardez, bête et méchante, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de calculs. Alors que si on va utiliser la base de Smith, vous allez voir que c'est très rapide. Vous avez tout ce qu'il faut ici, il faut faire le calcul. C'est méchant. Donc c'est 50 ohms. Facteur de quoi? ZL, c'est quoi? On a dit c'est 0, normalement c'est 25 moins J25, plus JZ0, donc JZ0 c'est 50 ohms, fois tangente bêta L c'est 2pi sur lambda G fois la longueur de la ligne, et là vous continuez tous les machins. Donc c'est un calcul bête et méchant. Et ça vous fait combien si vous faites les calculs? 70 moins J 56 ohms. C'est quoi ce Z-in? C'est quoi? C'est l'impédance que va voir le générateur après toute cette longueur de ligne. Z-in, c'est ça. Vu d'ici,
Merci. Bien. Voilà, ça c'est l'impédance que va voir le générateur. Et elle est très importante. Elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'on va voir, généralement, quand on aura un générateur auquel vous connectez une certaine charge, bien, il faut, généralement, on va faire en sorte que cette impédance d'entrée soit égale exactement à Z0. Sinon, on aura un phénomène de réflexion de l'énergie. D'accord? Donc, là, elle n'est pas égale à 0. Là, à Z0, là, elle fait 70 moins J50. Alors, plus tard, on verra dans le cours qu'on va essayer d'installer ici un quadrupole Q de telle sorte qu'il va transformer cette impédance en une impédance ici qui fait exactement à Z0. Comme ça, le générateur sera content et toute la puissance va partir dans cette charge. Alors, à la question suivante. Donc, là, il faut calculer le V0+. Le V0+, donc vous avez la relation dans le cours. Il fait VG sur 2 exponentielle moins J bêta L. Alors, dans notre cas, alors L, c'est une longueur positive. Hein, d'accord? Vous voyez L ou D, c'est positif. Que vous voyez Z, c'est quelque chose de négatif. D'accord? Alors, il va faire, vous calculer. Alors, la longueur, elle est donnée par l'énoncé. La longueur, elle vaut combien? 20 cm. Line length est fait 24 cm. Bon, il suffit de remplacer chaque chose par sa valeur. Donc, ça fait VG, donc ça fait 10 sur 2, exponentielle moins J. Bêta, c'est 2pi sur lambda G, fois L. L, c'est 24 cm. Et ici, on va garder le lambda en centimètres, qui était 0,1, non, 10 cm. D'accord? Donc, je vais essayer là. Alors, 2pi sur 10 cm fois 24 cm. Bon, et le pi, il vaut mieux le transformer en degrés. Finalement, vous allez trouver V0+, c'est 5 volts, 5 exponentielle moins J 44 degrés. Ça, c'est V0+. Bon, maintenant, il faut avoir la vraie expression de tout ce qui se passe sur la ligne. Autrement dit, on est en train de chercher V de Z et de T. L'expression de l'évolution de la tension sur la ligne en fonction de la position et en fonction du temps. D'accord? Alors, on a déjà vu dans le cours, on a dit que c'était la partie réelle de quoi? De V0+, exponentielle, moins J bêta Z, exponentielle J oméga T, plus le V0 moins, exponentielle, plus J bêta Z, exponentielle J oméga T. Voilà l'expression exacte. Alors, le V0+, je peux le faire sortir de telle sorte que ça me donne V0+, facteur. Alors ça, c'est un cosinus oméga T. Ça, c'est quoi? C'est moins bêta Z. Alors, normalement, le V0+, il a un module et une phase. La phase, c'était combien? C'était moins 144 degrés.
D'accord, de V0+, là, je peux le remplacer entre un module de V0+, et un exponentiel J moins 144 degrés. Alors, la phase, elle rentre parmi les J. Donc, ça donne tout ça. Plus, alors, puisque j'ai mis en facteur V0+, il y a V0 moins sur V0+. V0 moins sur V0+, c'est le coefficient de réflexion gamma L. D'accord? D'accord, fois le V0+ que j'ai ici. Alors, ça va faire combien? Ça va faire 2,35. Alors, 2,35. Un cosinus. Alors, oméga t, là, ça sera plus bêta z. Plus bêta z. Et là, il faudra ajouter un déphasage qui tient compte de 3. Autrement dit, tient compte de ce qu'on avait ici. Ça, c'est V0 moins. V0 moins, c'est quoi? C'est gamma L et 0 plus. V0 moins, c'est quoi? C'est gamma L fois V0 plus. Gamma L. Et gamma L, c'est quoi? C'est un module de gamma L. Un module de V0 plus. Fois exponentielle moins J, la phase de gamma L, fois exponentielle moins J, la phase de V0 plus. Ça, c'est moins J avec 144 degrés. On a dit θ L, c'était quoi? Moins 116. Moins 116. Moins 116 degrés. D'accord? Si vous multipliez ça avec ça, donc V0+, c'est 5 volts fois gamma, c'était 0,447, donc ça fait 2,35. Et là, il faut ajouter tous les déphasages, donc ça fera moins 116 degrés, moins 140 degrés. Voilà. Voilà l'expression de la tension sur la ligne. Et V0+ ici, c'est quoi? V0+ ici, en module, ça c'est 5 volts. Et en module, c'est 5 volts. Je vais l'écrire proprement. V de Z et de T égale à 5 volts. 5 fois cosinus oméga T moins bêta Z moins 144 degrés plus 2,35 cosinus oméga T plus bêta Z moins, il faut rajouter ça, avec le 4, ça fait 120, moins 260. Voilà, une fois que vous avez ça, vous avez une idée de tout ce qui se passe à n'importe quel moment et à n'importe quelle position de l'année. Monsieur, 5 fois 2. quelle est la signification de bêta? Bêta, c'est la phase qui est introduite après le déplacement sur la ligne. Bêta, et depuis sur l'index J. D'accord? Et quand vous avez bêta fois Z, quand vous avez exponentielle moins J bêta Z, moins J bêta Z, exponentielle moins J bêta Z, alors bêta fois Z, c'est un déphasage, parce que bêta, regardez bêta, c'est un angle sur une distance. Alors quand vous multipliez bêta fois Z, il va rester que l'angle. Donc, bêta, ça va vous donner la vitesse à laquelle la phase va changer. C'est-à-dire que si vous vous déplacez d'une longueur L est égale à l'index G, qu'est-ce qui va se passer? Après, la phase va changer de combien? De 2pi sur l'index G fois Z.
si Z, c'est la longueur, Oui. si Z est égal à lambda G, vous allez vous déphaser de combien? De 2pi. Donc, had bêta, il vous donne la vitesse à laquelle vous êtes en train de changer de phase. C'est C'est la même analogie avec le oméga. bon, oméga, c'est non, bêta, c'est oméga sur la vitesse. C'est pas la même chose. Bêta, c'est oméga sur la vitesse de propagation. En tout cas, c'est le déphasage introduit après une certaine distance d. Ouais. Voilà. Donc, voilà. C'est exponentielle moins j bêta fois z. Hada, c'est un déphasage. Hada, c'est un déphasage causé par le temps. Ça, c'est un déphasage causé par l'espace. D'accord. Ouais. D'accord? Merci. Alors, réfléchis à l'exercice. Alors, donner et orienter l'évolution de la tension sur la ligne. Et donner et orienter la tension. Voilà. Donc, donner et représenter. Bon. Si vous avez l'expression à dire, vous pouvez la rentrer sur MATLAB et voir même les choses d'un point de vue dynamique, comment ça se présente. Alors, vous vous rappelez, j'avais fait un petit exemple. F de t, par exemple, est égal à 2t. Ça, c'est une fonction qui ne se déplace pas. Par contre, si vous avez f de t et de z est égal à 2t moins z, ça, c'est une fonction qui se déplace de gauche à droite. On a dit qu'à chaque fois qu'on a une opposition de phase entre ça et ça. D'accord? F de t est égal à 2t, c'est-à-dire vous allez la représenter comme ça. Ça, c'est pour z égale à 0. D'accord? Pour z égale à 0, ça fait ça. Puis après, à chaque fois que vous allez changer de temps, d'accord, vous allez voir, c'est moins z. Non, f de t est égal à moins z. Allez. On représente dans le domaine temps. En fonction du temps, pour t égale à 0, ça fait moins z. Ça fait une fonction comme ça. Ça, c'est pour t égale à 0. Bon, pour t est égal à 1, vous allez voir qu'elle va se déplacer. Elle va faire comme ça. Ça, c'est pour t égale à 1. Et ainsi de suite. Bon, au lieu que ça soit 2t, c'est carrément un cosinus oméga t moins bêta z. Bon, c'est un cosinus qui se déplace, c'est-à-dire dans le domaine temps, vous allez voir à un instant t égale à quelque chose, et après vous allez trouver ici, après vous allez trouver ici, après vous allez trouver ici. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est qu'il y a une autre qui revient de l'autre côté. Hein? Ben, il faut additionner les deux pour voir un petit peu vraiment les phénomènes. Pour voir les deux phénomènes, c'est l'exemple que j'avais donné dans le cours c'était concernant les là vous pouvez voir les deux se propager, s'annuler, se rencontrer et s'annuler. C'était, je me souviens que c'était ça. Ah, c'est ah, c'était dans la séance impulsionnée. Voilà, imaginez que ça, c'est l'onde incidente et ça, c'est l'onde réfléchie. Et c'est là où ils vont se rencontrer. La ligne, elle se trouve ici. On va le refaire. Hein, la ligne se trouve là. Là, c'est un court-circuit. Alors, vous allez voir que quand Hadi va arriver ici, normalement, il y a un autre qui va revenir. En fait, on la représente par celle-là. Et ils vont toujours être en opposition de phase. Voilà, regardez l'opposition de phase ici.
entre les deux. C'est toujours en opposition de phase. Mais à un endroit ici, l'indage G sur 4, ils seront également toujours en opposition de phase. Là où j'ai mon curseur, ils seront toujours en opposition de phase. C'est pour cela que vous aurez un maximum de tension et un minimum de tension après l'indage G sur 4. Là où j'ai mon curseur, ça sera toujours 0 volt. Ça, c'est là, ça correspond à l'indage G sur 4. Bien. Voilà. Il y a un logiciel très intéressant, c'est TR-Line. Bon, je ne l'ai pas préparé pour cette séance. Vous pouvez l'installer, d'accord? Il vous donne un petit peu une visualisation de ces ondes qui se propagent en aller et retour, d'accord? Voilà, ceci met fin à ce TD. Donc, je vous propose de prendre une pause et revenir pendant 10 minutes maximum, c'est-à-dire à 11 heures. Comme ça, on va reprendre, on va attaquer la bague de Smith. Alors, mettez à côté de vous la bague de Smith, votre crayon, votre compas, votre il faut que j'avais demandé la séance dernière. Comme ça, vous pouvez travailler. Alors, je vais vous poser des questions. Vous allez me dire quelle est l'impédance que vous trouvez, parce que comme ça, je m'assure que vous êtes en train de travailler, qu'on est en train de travailler ensemble. Et là, donc, d'ici 10 minutes, Inch'Allah, donc on se revoit. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, monsieur, merci. Oui, d'accord, monsieur, merci. D'accord. Monsieur, Oui. j'ai une remarque pour cet exemple-là que vous nous avez donné. FTZ est égal à 2T moins Z. Pour le cas que nous étudions, même le Z change, non? Oui, mais voilà, si le Z change, mais si, bien sûr, le Z change. Oui. Bon, alors d'abord, il y a deux choses. Alors, soit vous allez voir les choses dans le domaine temps, soit dans le domaine espace. D'accord? Bien. Alors, je vais écrire l'exemple de M. Mouchki. Z, il change. Bon, Oui. Z, alors, d'abord, est-ce que vous voulez voir les phénomènes dans le domaine temps, c'est-à-dire vous voulez voir à une certaine position ce qui se passe, ou bien vous voulez voir ce qui s'y passe sur toute la ligne à n'importe quel moment? Il y a deux choses. Alors, soit il va voir les choses dans le domaine Z. Alors, si c'est Z, ça veut dire ça, c'est la ligne. Ça, c'est une longueur de ligne. Et ça, ça veut dire que vous allez voir V de Z à un instant T fixe. D'accord? Oui. Soit vous allez voir V à une certaine position de la ligne, mais à n'importe quel moment T. Ouais. Alors, ça, c'est. Sinon, vous pouvez utiliser un ordinateur, enfin une simulation sur MATLAB pour voir vraiment l'évolution des deux. Mais pour ici, on ne peut pas tracer les deux. On peut soit faire l'une, soit l'autre. Et dans les trois cas, c'est une onde qui... c'est une onde. Oui, ça, chauffe. À chaque fois que vous avez une fonction, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Mais mon écran, il est blanc. Voilà, d'accord. À chaque fois que vous avez une fonction, alors accueil, dessin, hop. À chaque fois que vous avez une fonction, maintenant, à chaque fois que vous avez une fonction de t et de z, ça, c'est une onde. D'accord? Si vous avez une fonction qui fait, à l'intérieur, vous avez t moins z, c'est une onde qui se propage comme ça. Si vous avez t plus z, c'est une onde qui se propage de l'autre côté. D'accord? Oui, monsieur. Alors, il peut y avoir ici 2t, bêta, z, et ça va donner la vitesse avec laquelle ça va changer. Si vous avez oméga t moins bêta z, regardez, si vous avez oméga t moins bêta z, ça veut dire que la vitesse de propagation, on a dit que bêta, c'est quoi? C'est oméga sur v. Ça veut dire que la vitesse de propagation, c'est oméga sur bêta. Bon, donc à chaque fois que vous avez une onde comme ça, sachez que la vitesse avec laquelle elle se déplace, c'est tout simplement ce oméga sur ce bêta.
D'accord. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. C'est très facile de démontrer. On fait un cosinus et tout ça. On regarde quand est-ce qu'on a la même déphasage et après, on fait le rapport et après, ça vous donne directement oméga sur bêta. Bon, alors pour vous rassurer, tous les calculs qu'on vient de faire, Oui. dans la vie réelle, on ne les fait pas. Mais il faut savoir comment ça se fait. Mais dans la pratique, on ne va jamais les utiliser. On va utiliser que la BAC et on va s'intéresser à l'impédance ramenée à une entrée, comment faire une adaptation d'impédance. La vraie utilisation, c'est comment faire une adaptation d'impédance, parce qu'on aura toujours des charges qui ne font pas 50 ohms. Et les charges qui ne font pas 50 ohms, ils vont réfléchir de l'énergie. Et nous, on ne voudrait pas qu'il y ait de la réflexion de l'énergie, parce que c'est une perte. Surtout si on travaille avec de grosses puissances. Et rendez-vous tout à l'heure, Sandra. D'accord, merci, monsieur. Allez, salut.